L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Pierre-Laurent, rebonjour. Bonjour. On a eu les chiffres hier soir, ils sont très mauvais. Le chômage a augmenté de 1,1%, plus 38 400 demandeurs d'emploi, près de 3 600 000 demandeurs d'emploi dans la catégorie A. Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve qu'il faut réformer, qu'actuellement le système, le marché du travail est bloqué et donc que la réforme El Khomri est bienvenue? Ce chiffre signe l'échec, s'il en était encore besoin, justement des politiques qui sont déjà menées. Ben, il faut en changer, donc réformer. On n'en change pas. La loi El Khomri, c'est continuer dans l'unique et même voie qui est de frapper le coût du travail, les salariés, leur flexibilité, pousser à la précarité. Et à chaque fois, on nous dit c'est comme ça qu'on va résoudre le chômage. Non, si on veut résoudre le chômage, il faut investir dans l'emploi, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il faut des grands programmes de développement pour répondre aux besoins de logement. C'est ce qu'on a fait pendant 30 ans. Non, pas du tout. On construit moins de logements qu'on ne construisait il y a quelques années, alors qu'il faudra en construire beaucoup plus. On n'investit pas dans le ferroviaire et dans sa modernisation, et pas suffisamment. On n'investit pas à la hauteur où il faudrait dans la transition écologique. On laisse notre industrie se dégrader. Donc l'investissement qui soutient réellement qui devrait soutenir une nouvelle industrialisation du pays et des nouveaux services publics n'est pas au rendez-vous. C'est ça la cause du chômage et pas le coût des travailleurs. La loi El Khomri, elle a été corrigée en fonction des demandes des syndicats réformistes. Elle a été, certains disent même édulcorée. Notamment, on a supprimé ce qui concernait les prud'hommes, le forfait jour. Est-ce que vous continuez à vouloir voter contre ? Alors, je le répète, que le chômage, notamment le chômage des jeunes, progresse et que ce type de réformes, elles ont été faites partout en Europe. Il n'y a que la France qui les fait pas. Non, mais écoutez, c'est les mesures qui sont dans la loi El Khomri et ce n'est pas les tout petits ajustements qui ont été faits qui changent grand-chose. Qu'on demande aux salariés de voter, par exemple, sur des aménagements. Non, mais le cœur de la réforme, ça n'est pas ça. C'est qu'on facilite les licenciements économiques. C'est d'ailleurs sur l'article sur les licenciements économiques qu'il y a le plus de choses. On multiplie les possibilités de licencier. C'est qu'actuellement, les entreprises ne veulent pas embaucher parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir se séparer des salariés s'il y a un retournement de conjoncture. Est-ce que c'est pas logique? Le problème, c'est pas le retournement de conjoncture. Nous sommes dans une économie qui est à l'arrêt parce qu'on a stoppé toutes les possibilités d'investissement, parce que le secteur bancaire et financier n'est pas au rendez-vous quand il faut soutenir des projets de développement. Parce que on prive les collectivités locales de moyens et qu'on est en train de mettre en panne tout le développement des projets publics dans le pays. Voilà pourquoi. Parce que on laisse organiser des conditions de la concurrence en Europe même, entre pays européens, qui tirent toujours les marchés vers le bas du point de vue de la rémunération du travail, parce que on ne sait plus payer le travail paysan. Il n'y a pas de problème à sa juste valeur. Il n'y a pas de problème de code du travail, de rigidité de l'économie. Mais absolument pas. Mais déjà, attendez, on nous parle de rigidité de l'économie. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes sont dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, la seule perspective qui existe pour eux, c'est la précarité. Mais justement parce que les entreprises les embauchent à 90% sur des CDI parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur de leur donner un CDD, parce qu'ils ont peur de pas pouvoir s'en séparer. Et alors on va les rendre encore plus précaires, les jeunes, et c'est comme ça qu'on va sortir de la situation. Non, il faut que le pays traite la question de quel développement nous voulons et comment nous investissons dans ce développement. Et la France peut faire ça toute seule alors que tous les autres pays ont opté justement... Mais qui dit que la France doit faire ça tout seul? Au contraire, la France devrait le faire et jouer un rôle pour entraîner avec elle des pays européens qui, eux aussi, souffrent de l'austérité, des politiques de compétitivité, de la même manière que nous. Je pense qu'au contraire, si la France prenait ce drapeau-là en Europe et disait « nous réouvrons le débat parce qu'on voit bien que l'Europe est dans l'impasse », eh bien, elle trouverait beaucoup d'alliés. C'est parce qu'aucun grand pays européen n'ose se lever pour le dire que l'Europe tout entière est dans la crise. On passe malheureusement au terrorisme, aux attentats, avec l'arrestation hier soir d'un nouveau suspect à Argenteuil. On retrouve souvent les mêmes réseaux de jeunes issus de quartiers, que ce soit en France ou en Belgique. En Belgique, donc si on additionne la France et la Belgique, on arrive à plus de 161 morts.
Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on est vraiment en guerre? Et puis surtout, comment on peut répondre face à cette menace terroriste? Sur Argenteuil, moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je suis, pour le moment, les seules informations dont je dispose, c'est celles que j'entends sur les chaînes d'information, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, pour le moment, manifestement, si j'en crois le ministre de l'Intérieur, on a démantelé un attentat en préparation. Et il faut féliciter les services de police pour ce résultat. Maintenant, on n'en sait pas davantage. Le ministre de l'Intérieur a dit aussi que ça n'avait pas de rapport avec les attentats de Paris et Bruxelles, donc ce serait une autre filière. Donc il faut en savoir plus pour commenter cet événement-là. Pour le reste, je crois que si on veut s'attaquer dans la durée à ces attaques terroristes, il y a beaucoup d'autres problèmes à traiter que les seuls problèmes de sécurité immédiate. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut à nouveau reprendre l'action internationale de la France de manière différente, parce que si on n'éteint pas le foyer de guerre du Grand Moyen-Orient, on aura des répercussions de ce foyer qui ne cesse de s'étendre dans l'Europe entière. Il faut intervenir en Syrie et en Irak. Il faudrait d'abord faire taire les armes en Syrie et en Irak. Parce que c'est sur les ruines de la guerre en Irak... Mais face à Daesh, vous pensez qu'il suffit de leur dire qu'il faut arrêter les armes ? Mais Daesh est né de la guerre. Daesh est un enfant de la guerre en Irak et en Syrie. C'est parce qu'on a détruit ces États dans les guerres qu'on a menées là-bas que Daesh a pu prospérer et gagner du territoire. Et parce que ces régions regorgent d'armes que nous leur vendons et que beaucoup d'autres pays vendent à toutes les puissances régionales qui alimentent ces réseaux-là. Donc il faut traiter ces problèmes à la racine. Et en France, en Europe, en Belgique, il faut aussi traiter les conditions dans lesquelles ces réseaux recrutent. Pourquoi des jeunes Français, des jeunes Européens, des jeunes Belges tombent dans les mains de ces réseaux? Ça, c'est des sujets que nous devons traiter au fond et qui ne se traitent pas seulement dans l'immédiat par des mesures de sécurité de l'état d'urgence. Est-ce que ça passe pas quand même par un renforcement des mesures au niveau européen de sécurité et de renseignement? Et je pense en particulier au fameux PNR, le fichier des voyageurs qui prennent l'avion. Et là, la gauche de la gauche, la gauche radicale, refuse le PNR au niveau européen, du Parlement européen. Soyons un peu sérieux. D'abord, l'idée du PNR n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Elle est née bien avant. Oui, mais enfin, là, elle est née bien avant. Et deuxièmement, on nous dit, depuis 48 heures, c'est devenu la solution miracle. C'est un peu comme le débat sur la perpétuité réelle, comme s'il fallait trouver une solution immédiate qui allait tout résoudre. Ça n'est pas sérieux. Je rappelle quand même, et ça c'est la police qui le dit, la police belge, que les deux kamikazes qui se sont fait sauter à Bruxelles étaient dans les fichiers de la police, étaient fichés même au grand banditisme. Il y a une faille, mais les Belges le reconnaissent. Et d'autre part, on sait que ces gens ont circulé entre la France et la Belgique et n'ont pas circulé en avion. Ils ont circulé en voiture et d'ailleurs on a reconstitué leur parcours. Donc ne disons pas que le PNR est la solution à tout. Ça n'est pas sérieux. Bien sûr qu'il faut des mesures de coordination des polices et de renseignement. Personne n'est hostile à ça. Mais on ne nous a toujours pas démontré que ce fichier de police, en plus de tous les fichiers qui existent, puisque ce serait un fichier de police unique au niveau européen, le PNR. C'est la coopération, parce que les fichiers de compagnie, quand vous ou moi ou quelqu'un prend un avion, nous sommes fichés et on peut parfaitement retracer. Donc vous restez hostile au Pour PNR. le moment, on nous a pas fait la démonstration de l'utilité de ce fichier. Nathalie Kosciusko-Morizet propose une perpétuité réelle et irrévocable pour les terroristes auteurs d'attentats. Oui, mais on voit bien que certains essayent. Il y en a bientôt et ça va pas tarder, qui vont nous proposer le rétablissement de la peine de mort. Et à chaque fois en agitant ça comme si c'était la solution, pareil, à tous les problèmes. Et au lieu de se concentrer sur le traitement des problèmes à la racine, on va faire de la démagogie avec des solutions qui ne résolvent rien. Est-ce que les pays qui ont la peine de mort ou ce type de sont les pays les plus sûrs du monde ? Pas du tout. Les pays qui ont aujourd'hui la peine de mort, qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, des États-Unis ou d'autres pays, ne sont pas des pays sûrs. Ce sont des pays où il y a beaucoup de phénomènes de violence. Donc il n'y a pas d'égalité entre la dureté des peines
et la sécurité. Ce qui crée de la sécurité, c'est de traiter les problèmes que nous évoquions à la racine. Pierre Laurent, êtes-vous toujours partisan d'une primaire à gauche, malgré le fait que Jean-Luc Mélenchon soit déjà annoncé que quoi qu'il arrive, il serait candidat? Est-ce que le Parti communiste est prêt à avoir un candidat à cette présidentielle de 2017, voire moi, je continue, à l'heure qu'il est, de privilégier ce que moi j'appelle une primaire citoyenne, qui permettrait d'abord d'établir un programme de tous ceux qui ne veulent plus de la politique gouvernementale actuelle. Ils sont très nombreux à gauche. Le périmètre de ceux que je souhaiterais rassembler, on le voit aujourd'hui dans la rue. C'est tous les gens qui ne veulent pas, par exemple, de la loi El Khomri, qui ne veulent pas à gauche de la déchéance. Elle serait ouverte à qui, cette primaire citoyenne? Elle concernerait qui? L'ensemble des forces de gauche, socialistes compris? Tous les socialistes qui ne veulent pas de la politique gouvernementale actuelle. Ils sont de plus en plus nombreux. Tous les électeurs qui ont envie de désigner un autre candidat qui, manifestement, ne peut pas être François Hollande. Qui peut penser sérieusement que François Hollande, après la déchéance de nationalité, après la loi El Khomri, après je ne sais quoi encore demain, après tout ce qui s'est passé dans le quinquennat, va représenter la gauche et les électeurs de gauche à la présidentielle de 2017. Clairement, votre primaire de la gauche ne serait pas ouverte à François Hollande et au Parti socialiste. Elle est faite, sinon il n'y aurait pas besoin d'en faire. Pour moi, elle est faite pour que nous fassions émerger une autre candidature que celle-là. Il y a déjà celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y en a 4 même, il y en a 4 à gauche. Qui revendiquent, qui sont déjà déclarés, qui se revendiquent de l'opposition à la politique de gauche. Je pense que nous avons 2 problèmes. Il faut une candidature qui ne soit pas émanant de la politique gouvernementale actuelle, et il n'en faut pas 8, 5, 4, 5, 6, 7, 8, parce que sinon nous risquons l'élimination dès le premier tour. Donc il faut travailler à ce processus pour faire converger et Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la gauche de la gauche. Plus que pour la gauche, ce qu'on appelle la gauche de la gauche, ça va plus loin. Et avec des socialistes, pour tous ceux qui contestent la politique du gouvernement. Voilà, il faut créer un processus. Peut-être qu'au départ, il y aura plusieurs candidats sur la ligne de départ, mais pour faire un projet unique et avoir une candidature qui l'apporte. Et si vous n'y parvenez pas, qu'est-ce que vous ferez? Vous vous rallierez à Jean-Luc Mélenchon ou vous vous présenterez vous-même? Mais on verra à ce moment-là. Allez, un mot, on termine avec l'un des événements de la semaine qui a été la rencontre Obama-Castro à La Havane. Il y a eu un incident quand Raúl Castro a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques à Cuba, quand la Commission des droits de l'homme Cuba dit qu'il y a 70 détenus. Vous en pensez quoi? Écoutez, d'abord l'événement, la visite d'Obama est un événement très important parce que c'est la reconnaissance enfin de la souveraineté de Cuba alors que les États-Unis l'ont nié depuis plusieurs décennies. Donc c'est une nouvelle qui est importante pour le monde, pour l'Amérique latine, pour Cuba. Et maintenant, ce débat qu'on focalise là-dessus, parce qu'on pourrait parler de Guantanamo aussi. Il y a beaucoup de choses à régler des 2 côtés sur cette question-là. Et je pense que si Obama a fait cette visite, c'est parce qu'il reconnaît que ce pays a le droit au développement dans la souveraineté. Donc c'est ça qui me paraît important alors qu'il est. Merci Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. On se retrouve dans quelques instants avec le flash de Marc Bourreau, suivi de la revue de presse de Renaud Blanc, Accord des accords, Bruno de Jeudi et Zineb El Razaoui, auteur de 13 sur l'enfer du 13 novembre, les attentats à Paris.